De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, dans les locaux de TV5 Monde. Nous sommes à la 12e heure de direct et pour clôturer cette journée, direction l'Amérique centrale. Atterrissons sur l'isthme de Panama, situé entre la Colombie et le Costa Rica. Alors, si Panama est un petit pays par la taille, représentant 1/7 de la France avec 4 millions d'habitants, c'est aussi un pays au dynamisme économique fort. Sa capitale, Panama City, attire entreprises et investisseurs du monde entier, pour diverses raisons que l'on va développer au cours de cette émission. Donc, avec moi sur le plateau pour en discuter, Maître Lucius Smeïda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat. Votre cabinet s'appelle Lex International. Exact. Et il est implanté à Miami. Avocat international des affaires et de la fiscalité. Et vous êtes également l'auteur du livre Business Operations in Panama. Exact. Avec moi également Yann Teul, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de projet chez Alstom. Exact. Vous avez vécu à Panama et travaillé notamment à la construction du métro panaméen entre 2012 et 2014. Tout à fait. Et avec moi également Michel Samarine. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez vécu à Panama entre 2006 et 2010. C'est ça. C'est ça. Une expérience divertissante et fabuleuse. Donc, avec nous également en direct sur Skype, Philippe Cazenave, ambassadeur de France au Panama. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir à tous, je vous entends très bien, oui, parfaitement. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire de la présence française à Panama ? Combien y a-t-il de Français ? Ah, ça, c'est une bonne question, je dirais une question récurrente au-delà du seul cas du Panama. La présence française est en phase de croissance, exactement comme la croissance de l'économie panaméenne. Il y a environ un petit peu moins de 2000 Français inscrits au registre consulaire, de l'ordre de 1800, ce qui correspond vraisemblablement à une présence réelle de l'ordre de 4000 Français. Mais ça, c'est un phénomène assez récent, assez nouveau. Depuis un phénomène qui date de quand ? Ça date de quelques années. Je discutais avec un de mes prédécesseurs, l'ambassadeur Pierre-Henri Guignard, qui est l'actuel secrétaire général de la COP 21, qui est arrivé pour prendre son poste en 2008. Vous voyez, il y a environ 7-8 ans de cela, fin 2008, et qui me racontait qu'à son époque, il y avait 400 Français inscrits. Donc on peut considérer que vous avez eu un peu plus d'un quadruplement de la présence française en 7-8 ans. D'accord. Quel profil de personnes trouve-t-on sur place ? On trouve à peu près tous les types de profils. On trouve des Français qui viennent prendre leur retraite ici au Panama parce que les conditions d'accueil sont bonnes, le climat est favorable. On trouve des entrepreneurs individuels qui viennent ouvrir, qui un restaurant, qui un café, une crêperie ou un écolodge. Et on trouve aussi, bien évidemment, beaucoup d'expatriés qui viennent travailler dans le secteur privé, soit à la faveur des gains d'appels d'offres sur les grands marchés publics d'équipements et d'infrastructures du Panama. Vous avez cité un collègue qui vient d'Alstom pour le développement du métro de Panama, c'est un exemple. Et aussi des entreprises qui, de manière un petit peu déconnectée avec le taux de croissance panaméen, viennent installer un siège régional ou une base arrière ici au Panama. Donc c'est le cas de Total, par exemple, de Sanofi, de L'Oréal. Donc on a un mix, on a une combinaison assez riche et assez diversifiée. On a tout type de profil, du retraité jusqu'au très actif, à titre personnel ou dans le cadre d'un grand groupe qui établit sa base régionale ici ou qui gagne des grands contrats d'équipement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On se retrouve après une courte pause pour parler du rôle régional de Panama au sein du territoire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International consacré à Panama. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Hashtag 24HChronoTV. Donc Panama, on l'a vu précédemment avec l'ambassadeur de France qui était avec nous en direct. C'est un pays qui attire de nombreux Français. Le chiffre est croissant. C'est l'une des raisons, et l'une des raisons de son attractivité, c'est que c'est un hub régional. C'est une véritable plaque tournante, Lucius Smeïda. Absolument. Historiquement, depuis la conquête espagnole, où les conquistadors ont cherché l'or des Incas et l'ont transporté à travers l'isthme qui fait à peu près 100 kilomètres et ont construit des routes par-dessus cet isthme. Le Panama joue un rôle très important
important pour les Caraïbes et pour les pays de l'Amérique latine, ainsi que pour l'Europe. Oui, puisque l'or et l'argent étaient transférés vers l'Espagne. Exactement. Aujourd'hui, c'est une plateforme notamment du transport aérien. Yann Teul, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? En effet, on a constaté que l'aéroport international, donc Tocumen International, est en train de se développer puisqu'ils sont en train de créer un nouveau terminal. Et Air France, qui est arrivé, qui a donc développé sa liaison France-Panama en novembre 2013, a développé sa fréquence puisque maintenant il y aura un vol tous les jours. Et en plus donc de Air France, d'Iberia et de KLM, il y a même Lufthansa qui va venir au Panama. Et donc tout ce hub, on pourra, grâce aussi à la ligne 2, comme on a vu qu'il faut amener tous ces gens plus rapidement et avec un moyen de transport sûr et propre dans la ville. Alstom est en train de construire notamment la ligne 2 qui va aller jusqu'à l'aéroport et qui est donc l'appel d'offres qui a été remporté en octobre 2015, donc récemment, juste après la ligne 1 qui a été finalisée en avril 2014. Auquel vous travaillerez ? Non, l'équipe est déjà en place, puisque chez Alstom, on essaye de développer les compétences sur le terrain, les compétences locales, donc c'est plutôt des gens qui viennent de la région qui vont gérer toute cette partie du projet. D'accord. Moi, j'ai fait la ligne 1, j'ai formé les gens. On en reparlera tout à l'heure. Panama est aussi une plateforme du transport maritime, avec le canal, le fameux canal. Absolument. Du Suez. Je pense que nos collègues ici en connaissent pas très long. Depuis la création du canal jusqu'à nos jours, où on élargit ce canal pour accueillir les très grands fretteurs, les supertankers. Le canal est un centre de commerce international très très important, non seulement pour le Panama, mais pour la Chine, pour les États-Unis, pour l'Europe, pour l'Amérique du Sud. C'est énorme et c'est un secteur très portant et très croissant de l'économie. Michel Zamarine, quand vous étiez à Panama, vous avez pu voir un petit peu comment le canal fonctionnait ? Oui, c'est une merveilleuse machine, extrêmement bien gérée, très profitable pour le Panama et son économie. Et ça reste toujours un moment extrêmement magique de voir ces grands bateaux traverser le canal de Panama et son lac pour passer d'un océan à l'autre. C'est assez fabuleux. Ils ont par ailleurs aussi l'habitude d'organiser une course qui traverse le canal, la Coyeco Race, qui reste un moment exceptionnel, ce qui m'a donné l'opportunité de traverser moi-même les écluses. C'est un chef-d'œuvre. Des bateaux qui vont devenir de plus en plus gros. On aspire à plus de tonnage avec les constructions qui sont Ce seront les plus gros du monde qui passeront actuellement. Enfin, on dit en l'année 2017, ça va être terminé et c'est incroyable. Ce sont des gens des bateaux de milliers de tonnes qui sont montés à peu près, je pense, 27 mètres d'un océan à l'autre et puis redescendus de l'autre côté. C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, les écluses font 300 mètres de long. Et là, les nouvelles écluses vont faire 500 mètres de long, donc ce qui permettra comme le prix, c'est un prix au container pour les marchandises, donc ça permettra de faire une entrée d'argent. Souvenez-vous, s'il vous plaît, que c'était des ingénieurs français qui avaient commencé à construire ce canal, le premier canal. Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps. En quelle année ? Alors, on a fêté les 100 ans du canal en 2014, donc il a été inauguré en 1914. Oui, mais c'était 1905. C'était avant. Les travaux ont commencé en 1880. Ah. et ensuite, il y avait des maladies de par les moustiques tellement terribles que c'était seulement l'œuvre des Américains qui ont conquis la malaria et tout ça, et qui ont permis aux Américains de terminer ces travaux. Et les Français reviennent d'ailleurs dans les travaux, puisque Vinci... Alors, Vinci, actuellement, est en train de faire exactement un pont au niveau de Cologne. Donc là, ils sont je ne sais pas trop à quel avancement, mais il y a un pont qui est pour faciliter le passage parce que au-dessus du canal, donc un appel d'offres qui a été gagné, je crois, en 2014, les équipes... 2012. Pardon, 2012. Je vous en prie. C'est pas mon secteur. Et cette zone de Cologne, justement, qu'est-ce que c'est ? Alors, à Cologne, il y a une zone franche
qui est en fait gros groupe d'énormes entrepôts où sont stockées les marchandises. Et donc en fait c'est tous les navires qui viennent de la partie atlantique qui déchargent leurs marchandises. Et après il y a donc le transport entre côté Atlantique, côté Pacifique se fait via la route. Il y a aussi une ligne de chemin de fer, une seule ligne qui la journée transporte les passagers et la nuit transporte les marchandises. D'accord. Et c'est une zone franc, donc Ouais. on ne paye pas d'impôts tant que les opérations se fassent dans la zone. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui transforment les marchandises et ils peuvent ne pas payer aucun impôt au Panama en utilisant cette zone. Alors justement, donc on voit que la canal est une activité qui est importante au Panama. Ce n'est pas la seule. Justement, on va voir une vidéo de Romain Dumont, qui est membre fondateur de la chambre de commerce franco-panaméenne de Panama, et qui va nous expliquer les idées reçues qu'il existe sur le Panama. Quelles sont les idées reçues sur le Panama dont il faut se débarrasser? Tout d'abord, que le chapeau Panama provient du Panama. En fait, il vient d'Équateur. D'ailleurs, le chapeau typique du Panama n'y ressemble pas du tout. Ensuite, que l'économie du Panama se limite à son canal et à ses banques. Alors certes, le canal occupe une place importante, non seulement dans l'histoire, mais dans l'économie du pays, puisqu'il génère environ 2,5 milliards de dollars par an, qui d'ailleurs augmenteront significativement une fois son extension terminée. Mais le Panama, c'est avant tout une stabilité politique et économique, un taux de croissance très supérieur à la moyenne mondiale, plus de 6%. Qu'il s'agit d'un paradis fiscal, alors tout d'abord, rappelons qu'on paye des impôts au Panama. Ensuite, il faut savoir qu'en 2013, le Panama sort de la liste des États considérés par la France comme non coopératifs au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale. En 2014, le Panama est également supprimé de la liste grise émise par la Colombie. Et enfin, le pays devrait sortir de la liste grise émise par le GAFI, le groupe d'action financière mis en place par le G7, dès février prochain, suite à la batterie de mesures mises en œuvre par le gouvernement. Le Panama, ce fameux chapeau. On a beaucoup de choses dans cette vidéo. On peut commencer par une note légère. Michel Samarine. Le Panama, je dirais qu'il a été apporté à travers les travaux du canal de Panama, et c'était effectivement le couvre-chef utilisé par bon nombre de travailleurs. Vient-il de Panama? Non. Il a été fabriqué ou conçu en Équateur avec des fibres végétales particulières, ce qui a donné lieu à son développement. C'est un chapeau très charmant qu'on se doit de porter. Bien. On va revenir sur un sujet un petit peu plus sérieux, sur une idée reçue sur le Panama. Lucius Meida, est-ce que le Panama est un paradis fiscal? Oui et non. Pour des opérations internes au Panama, il faut payer des impôts, comme votre interlocuteur vient de dire. Les impôts individuels sont de l'ordre de entre 15 à 25% d'une façon progressive. Et sur les sociétés anonymes, c'est à peu près 25%. Sur les plus-values gagnées, c'est seulement 10%. Donc c'est quand même très modeste comme fardeau d'impôts. Maintenant, le Panama, comme beaucoup de pays de l'Amérique latine, ont un système d'imposition territoriale. Ça veut dire que tous les revenus gagnés en dehors du Canada, en dehors du Panama, qui ont une source, disons en France, en Europe, aux États-Unis, ne sont pas imposés au Panama. Parce que la loi considère que ces revenus-là vont être imposés dans le pays de leur source. Donc, on peut avoir une société panaméenne qui gagne des revenus très intéressants ailleurs, qui paye 0% d'impôt sur ces revenus-là. Donc, oui et non. Je devrais vous dire que la TVA au Panama, adoptée selon les critères français, parce que les Panaméens aiment beaucoup la France, varie entre 7% sur la plupart des denrées jusqu'à 15% sur les alcools, les tabacs, etc. Romain Dumont, dans sa vidéo, nous disait aussi que les activités ne sont pas seulement tournées vers le canal et ses banques. Quels sont les autres secteurs porteurs à Panama, Yann Teul? Alors, on constate que le secteur porteur, il y a tout ce qui tourne autour du service. Puisque, par exemple, nous, dans le domaine dans lequel je travaillais, on a, après avoir travaillé sur toute la partie construction, on accompagne le client sur toute la partie maintenance du métro, donc en formant les gens, en les aidant à comprendre quel est l'intérêt de maintenir
un métro. Et il y a la partie aussi formation, puisque notamment dans le ferroviaire, comme c'est la première ligne de métro, donc c'était un domaine complètement inconnu pour les Panaméens. Donc on a signé en décembre 2015 un partenariat avec le ministre de l'Éducation nationale pour créer un institut technique qui aura lieu, qui sera implanté à La Chorrera, un petit quartier en dehors de la ville de Panama, et qui permettra de former des gens, des étudiants désirant de travailler dans le ferroviaire. Donc cette formation aura lieu via le personnel d'Alstom. D'accord. Donc pour créer une entreprise, il faut un visa quand on est français. Donc Panama a créé un visa notamment qui favorise l'implantation des étrangers dans ce pays. On écoute Christophe Bouchot, qui est un Français nouvellement installé là-bas, qui nous parle du visa Amistad. Bonjour Paris, je m'appelle Christophe et je voudrais vous parler du Panama. Je vais vous évoquer le thème des visas. Vivant ici maintenant depuis plusieurs semaines, depuis quelques mois. Il existe plusieurs types de visas ici au Panama, outre le visa touristique. J'ai opté pour un visa qu'on pourrait appeler pays ami, qui est un visa en fait qui permet de devenir en fait résident permanent au Panama et qui plus est de créer une entreprise, de reprendre éventuellement une entreprise ou bien de travailler comme salarié au Panama. Donc voilà, donc c'est un visa qui est extrêmement intéressant, je pense, si on a décidé en tout cas de vivre au Panama pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà. Lucius Meijda, qu'est-ce que ce visa Amistad? Le visa d'Amistad a été initié en 2012 par le président Martinelli et vise à peu près 50 pays, donc 22 les plus amis du Panama, y compris presque tous les pays de l'Europe, les États-Unis, le Canada et surtout la France. Ce visa permet à n'importe quel Français qui a un casier judiciaire correct, qui est en assez bonne santé, d'obtenir un visa de résidence permanente très rapidement et très facilement. Ça coûte très peu, $1000 à peu près. Oui, justement, quels sont les avantages Et les grands avantages, c'est que n'importe qui peut obtenir ce visa si vous êtes ressortissant d'un tel pays. Maintenant, le Panama a beaucoup d'autres visas très intéressants, par exemple pour les retraités, pour les investisseurs. Mais est-ce que vous voulez savoir plus long sur le visa Amistad? Je vous en prie. D'accord. Donc, le visa Amistad permet aux entrepreneurs de venir, s'ils veulent établir une société qui n'arrive pas aux 300 000 $ d'investissement qu'il faut pour un visa d'investisseur. Il permet, par exemple, d'ouvrir un ranch pour moins de 80 000 parce qu'il y a un visa pour les rancheros, les gens qui viennent et font des ranchs au Panama, ou un visa de l'agriculteur qui doit investir au moins 60 000 $, ou un visa de retraité. Là, vous pouvez être retraité après l'âge de 18 ans au Panama. Tant que vous avez un fonds de pension ou une sorte une caisse de retraite qui vous paye au moins $1000 par mois et vous obtenez tout de suite le visa de retraité qui vous donne énormément d'avantages, même beaucoup plus d'avantages que le visa Amistad parce que vous obtenez des réductions sur le métro, dans le cinéma, dans les autobus, dans les trains, enfin c'est incroyable. C'est vraiment un visa très attrayant. Bon, on va rester sur ce visa Amistad et on va faire une courte pause et après on se retrouve pour voir comment monter sa société à Panama.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, consacré à Panama, avec moi Lucius Smeïda, avocat international, Yann Teul, chef de projet chez Alstom, et Michel Samarine, français ayant résidé au Panama. Lucius Smeïda, comment faire pour monter sa société à Panama quand on est français ? Je pense que la meilleure chose, c'est de commencer à planifier tôt, de consulter un bon avocat fiscaliste ici en France. Il y en a de très bonnes études qui font ce genre de travail. Et planifier pour non seulement la société, mais aussi le visa, les impôts, la vie familiale et tout dans un seul plan, une seule planification. Le Panama a énormément de variétés de sociétés parce qu'elle avait adopté les lois corporatives des États-Unis de Delaware. Elle a adopté le trust anglais et adapté cela au code civil. Elle a adopté les fondations familiales de la Suisse. Donc le Panama a adopté un peu les lois de partout. Et ça a créé quoi concrètement ? Et ça a créé une multiplicité, une gamme de choix pour les entreprises et pour les particuliers, pour les familles. Et il faut vraiment être un peu conseillé avant de prendre la décision de quelle forme adopter. Il y a des différences financières, il y a des différences de responsabilité et de différences fiscales, bien sûr. Quels sont les codes dans les affaires ? Comment réussir ? Je vais me tourner vers vous, Yann Teul et Michel Samarine. Pour réussir dans les affaires, quels sont je pense être bien connecté. Le réseau interprofessionnel est important. Le Panama est constitué autour d'un ensemble de familles qui connaissent très bien leur domaine d'activité. Et pour pouvoir se développer, il reste bien sûr important de s'identifier et de pouvoir travailler en bonne coopération et bonne intelligence. Travailler le réseau, vous êtes d'accord, Yann Teul ? Oui, travailler le réseau, faire participer le client au projet, lui montrer l'évolution, lui expliquer, faire des rencontres. Par exemple, sur le métro, on a très souvent invité le ministre, même le président est venu, M. Martinelli, pour inaugurer le premier lancement du premier train. Donc, discuter en permanence, voilà, partager avec lui les évolutions. Merci. Donc on va écouter maintenant les conseils et les mises en garde d'Emmanuel Besserve, qui est chef d'entreprise et qui est aussi membre fondateur de la Chambre de commerce franco-panaméenne. Donc pour un Français qui voudrait s'installer au Panama, déjà il faut déjà anticiper le choc culturel, c'est très différent, les choses peuvent prendre du temps, mais il faut être patient, il faut persévérer, il faut essayer véritablement de comprendre comment les gens fonctionnent ici. Donc on est toujours sur du rapport humain. Il ne faut pas venir avec les codes français et essayer de les implanter ici, ça ne va pas marcher. J'ai fait mes erreurs tout au début lorsqu'on est arrivé au Panama. Avec nos standards, nos procédures, ça ne marche pas. Il faut vraiment chercher l'adaptation, il faut chercher à s'adapter. Il faut parler avec les gens en espagnol, donc il faut aussi pratiquer la langue régulièrement et surtout prendre beaucoup d'informations auprès des gens qui sont déjà sur le pays. Donc, et là, vous allez rencontrer des associations, des personnes qui sont ici depuis très longtemps et les gens sont très ouverts, donc vous n'allez pas avoir de problème pour commencer à communiquer. Donc vraiment le blocage essentiel et initial, ça va être prendre son temps de connaître le pays, de connaître les habitudes des gens, prendre de l'information auprès des gens qui sont déjà ici pour justement pas refaire les erreurs qu'eux ont déjà faites. Michel Samarine, il faut prendre son temps, nous dit Emmanuel Besserve. Oui, je crois que c'est une particularité qu'on retrouve dans la langue espagnole où on dit mañana. C'est une des particularités qu'on retrouve aussi demain. Mais demain, avec une notion du demain parfois un peu floue, les seuls engagements que j'ai réussi à retrouver de manière rigoureuse, c'était mañana pour la mañana, qui signifie demain pour demain matin. Donc là, on a un peu plus d'espoir en se disant ça va se passer probablement demain. Le temps. Yann, vous êtes d'accord ? Oui, c'est au niveau personnel. Je dirais que plusieurs fois, on s'est retrouvé dans la situation arrivant de France, un problème dans notre appartement, nécessité d'avoir un plombier.
Le plombier n'avait pas les outils, arrivait en disant « Mañana, mañana », et puis le mañana, on attendait toute la journée, et en fait, c'était le surlendemain qu'il venait réparer. Il faut s'adapter, il faut prendre le temps, et puis après, tout se passe bien. Mais c'est vrai que, voilà. Lucius, il y a d'autres particularités du mode de vie panaméen? Oui, il y en a beaucoup. C'est difficile à penser, mais je dirais que les Panaméens sont très ouverts à l'étranger. Ils adorent beaucoup la France et l'Europe. Ils ont un peu peur des Américains, mais ils respectent les Américains. Donc, beaucoup de monde parle anglais. Vous trouverez aussi des gens qui parlent français, allemand, russe. C'est intéressant que le Panama figurait sur la liste noire ou grise de certains pays, mais ça, c'est en train d'être complètement changé. Par exemple, en Russie, parce que la Russie voudrait avoir certains avantages de passage de leur bateau à travers le nouveau canal. Et je pense que c'est une sorte d'exemple pour d'autres pays aussi. Merci. On va revenir sur la lenteur. Ça passe aussi par la lenteur des déplacements. Et là, Yann, je me tourne vraiment vers vous, puisque vous avez participé à la construction de la ligne 1 du métro panaméen. Les embouteillages sont encore un peu l'un des points noirs de la ville. Sclérose à une certaine échelle. La ville, c'est en train de se décoincer, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, entre 2000 et 2013, la population de la ville de Panama a doublé, puisqu'en 2000, on avait 880 000 personnes. En 2013, il y en avait 1,7 million. Donc du coup, il y a eu en parallèle de ça, il fallait construire des immeubles, donc beaucoup d'immeubles, beaucoup de trafic. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que donc, les Panaméens, pour se déplacer, mettaient de plus en plus de temps. Donc des embouteillages, de la pollution sonore, pollution atmosphérique. Et le gouvernement fallait qu'il trouve une solution pour développer un nouveau système de transport, un système de transport propre, rapide, de qualité et sécurisé. Et donc, c'est pour ça que c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu l'appel d'offres qui a été emporté en 2010 par Alstom. Et ça a permis, donc, même le ministre le disait, de raccourcir énormément les temps de transport. Les Panaméens ont gagné jusqu'à 1 heure de transport. Oui, ça a été un vrai succès. Des voitures ont été rajoutées. Exactement, puisque tout était prévu pour 120 000 passagers par jour. Et aujourd'hui, on est à plus de 250 000. Donc, ça a doublé. Donc du coup, on vient de signer un contrat pour étendre les capacités de la ligne 1, puisque avant c'était les trains de 3 voitures, maintenant on est passé sur les trains de 5 voitures, plus ajouter des trains. Et ce succès est vraiment, ça a changé. Il y a eu vraiment un avant et un après le métro, et les Panaméens sont ravis. Donc quand on les voit, ils sont ravis. En plus, le ticket est pas cher, puisque c'est pratiquement le prix d'un ticket de bus, c'est 35 centimes de dollars. Et donc ça a vraiment changé leur vie, quoi. Et ça va continuer ça va continuer, puisque vous êtes en train de... On a signé la ligne 2, on a commencé en octobre 2015. Cette ligne 2, donc, qui va se rejoindre la ligne 1 à la station San Miguelito et aller vers l'ouest, vers l'aéroport, plutôt vers l'est. Et après, il y a d'autres projets. Le gouvernement a comme projet de faire la ligne 3, la ligne 4, et pourquoi pas même faire un tramway dans la ville. Mais donc il y a vraiment une nécessité, avec toute cette explosion un peu immobilière et ce centre d'affaires que devient la ville de Panama, de développer l'infrastructure de transport via parmi les gratte-ciel. Voilà. Donc on va rester dans la vie de tous les jours de Panama et on va regarder une vidéo de notre expert Smart Expatriation sur le coût de la vie et du logement. Si vous vous déplacez de Paris à Panama City, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 3%. Mais vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 600 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € brut à Paris, il vous faudra 54 400 € brut à Panama pour maintenir le même niveau de vie. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag 24H Chrono TV. On revient sur le coût de la vie et le coût du logement. Michel, à combien est-ce qu'on peut... combien coûte un logement en location, en achat à Panama ?
Les chiffres que je vais pouvoir vous proposer date de 2010, voilà, on pourra les comparer même avec 2006 quand on est arrivé. Je dirais que Panama donc est une ville dans laquelle une capitale du monde, dans laquelle il était possible d'acheter un bien avec un prix de départ de $1 500 au mètre carré, ce qui est extrêmement séduisant. Ces prix, bien sûr, ont suivi une certaine inflation, un développement extrême de la construction tout autour, à travers un nombre de gratte-ciel, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Les prix, depuis, ont certainement continué d'évoluer. Oui, et Yann, les prix pour l'achat, maintenant, on retrouve certains... Si vous voulez aller dans les quartiers très un peu connus, genre Punta Pacifica, vous allez retrouver les grands buildings avec ce qu'on appelle l'aéra social très développé, tout ça. On va retomber sur des prix comme aux États-Unis avec des prix au mètre carré assez élevés. Ce sont des quartiers qui sont prisés par les Français. Parce que c'est là où on retrouve toute la communauté expatriée, la riche bourgeoisie, les riches panaméens, tous ceux qui tiennent les commerces, les centres commerciaux. Après, plus vous éloignez du Pacifique et de la Balboa, plus vous allez trouver des logements à prix abordable. Dans quel quartier, par exemple ? Alors, si vous allez quel quartier juste derrière la Balboa, je ne me rappelle plus trop les quartiers. La Casta. Ouais, la Casta. Après, il y a le Casco Viejo qui offre aussi des logements assez typiques, un peu cubains, qui a été tout rénové. Mais après, plus vous éloignez. Mais après, c'est vrai que la Balboa, ça offre une super vue sur le Pacifique. D'accord. Et pour la cherté de la vie, produits de consommation courante, Lucius ? Oui, il faut se souvenir que la monnaie panaméenne, le Balboa, par la loi, est équivalent au dollar américain. Et donc, l'économie panaméenne souffre et se jouit aussi des désavantages et avantages du dollar. Donc, tout est un peu plus cher parce qu'actuellement, le dollar monte assez rapidement. Mais ça dépend. Enfin, je vivais là lorsque j'écrivais mon livre, il y avait une quinzaine d'années. Mais ce n'était pas très cher à cette époque-là. Et si vous vous preniez bien, vous étiez bien conseillé avec d'excellents avocats, fiscalistes. Vous pourriez acheter des choses très bien dans le vieux. J'adore le Casco Viejo, c'est l'ancien centre de la ville qui était en train de restauration et c'est tout à fait espagnol, tout à fait où il y a tous les bars. C'est comme le quartier latin un peu, mais style espagnol, beaucoup moins cher. Donc, bien sûr, si vous voulez le moderne avec les grands bâtiments, moi, j'aime pas tellement le moderne. J'aime Paris, j'aime tout ce qui est un peu plus historique. Donc, recherchez dans le Casco Viejo, vous trouverez des choses moins chères. Bien sûr, il faut y mettre du sien, il faut rénover, il faut travailler, mais c'est beaucoup plus, de ma façon de penser, beaucoup plus joli. Merci Lucius. Dans les produits de consommation courante, Michel, vous avez des exemples concrets ? C'est le défaut des expatriés de vivre avec leur modèle d'origine. Et quand on continue à manger français à Panama, ça coûte forcément un petit peu plus cher. Le fromage, on en trouve, mais c'est plus difficile. Du bon pain, on en trouve, c'est toujours aussi difficile. Mais bien sûr, si on mange comme les Panaméens, des choses très bonnes, très diverses, mais plus simples, on arrive à trouver effectivement un panier de la ménagère qui, à l'époque, je crois, était aux alentours de $200 par mois. Bien sûr, l'inflation est marquée et je pense que depuis, cette situation a évolué. Pendant la période où j'ai travaillé là-bas, le panier de la ménagère a eu des augmentations très sensibles de l'ordre de plus de 8% par an. Ce qui, malheureusement, n'était pas toujours suivi par les salaires, créant donc pour les Panaméens parfois une certaine difficulté dans l'ajustement mensuel. D'accord, merci. On va passer du coût de la vie à la vie qui vaut le coup. Écoutons Edgar Gallo, qui est un Français résident à Panama et qui nous parle de la qualité de vie. Bonjour Paris. Qu'est-ce que je peux dire sur la vie au Panama? C'est quand même agréable, soleil toute l'année, 35 degrés, la mer des deux côtés du Panama, océan Atlantique et océan Pacifique. C'est une vie très agréable. Les palmiers, il y a des arbres fruitiers partout. On peut cueillir des papayes dans les arbres, les maniocs, les bananes plantains. C'est quand même une vie agréable, une faune et une flore luxuriante.
Et en tout cas, moi, je m'y plais. Yann, est-ce que vous avez vécu dans un hamac comme Edgar Gallo quand vous étiez à Panama? Pas tout à fait, mais c'est vrai que je rejoins ce commentaire. C'est vrai que c'était une ville, un pays très très agréable, très diversifié au niveau culture. Donc il y a des civilisations indiennes différentes, suivant que vous soyez proche de la frontière colombienne avec les Embera, les Kuna, et puis au niveau aussi faune et flore qui est très très riche. Et on trouve, il y en a pour tous les goûts, donc si vous aimez bien la faune maritime ou la forêt, donc c'est très très riche. La pêche, on va se tourner vers vous, Lucius, vous pêchez? Oui, et ce qui est formidable au Panama, en plus des loisirs aquatiques, de la jungle, des ranchs qu'on trouve à Chiriquí dans l'ouest, et même les plaisirs de la grande ville comme Panama, il y a le grand plaisir de payer très peu d'impôts sur certaines choses. Par exemple, sur les successions, il n'y a aucun impôt. Par exemple, sur les donations, il n'y a aucun impôt. En plus, il n'y a pas de ISF, il n'y a pas d'impôt sur les fortunes. Donc, quand on vit dans un hamac comme ça, ou même dans une résidence espagnole, ça fait toujours plaisir de faire des donations sans avoir le problème de payer l'impôt en plus. Si, un petit mot sur la sécurité quand même, on n'en a pas abordé. Le Panama est quand même un pays d'Amérique centrale. Michel, est-ce que vous vous êtes senti dans une ville sécurisée quand vous étiez résident là-bas? Oui. Il faut se souvenir que Panama est une capitale du monde. Bien sûr, avec toutes les capitales viennent des quartiers parfois plus sensibles. Mais de manière générale, est-ce que c'est la qualité du Panaméen qui est très accueillant, très charmant et qui donne envie de découvrir sa ville, son pays, quand on va explorer les petits villages, qui rendent ce lieu particulier? Certainement. Sécurité, non. Nous n'en avons pas souffert, au contraire. Yann? Oui, tout à fait. Ouais, c'est très. On peut se promener, peut-être dans certains quartiers, mais très facilement dans le Casco Viejo, aller boire un coup, aller au restaurant entre amis sans aucun souci. Et non, le Panama était vraiment une ville très, très, très sympathique pour ça, quoi. Un petit mot de conclusion pour la fin de cette émission. Lucius, sur le Panama, en quelques mots, comment vous pourriez résumer cette ville? Le Panama est un pays fantastique, petit, mais fascinant. Michel? Un endroit qui a séduit énormément notre famille, qui nous a permis de découvrir des gens extrêmement gentils, très accueillants, découvrir une langue, découvrir un environnement culturel. Et puis, c'est très central. C'est une plateforme de départ fabuleuse pour découvrir tous les pays environnants. Que vos enfants ont aussi découvert? Oui. Avec plaisir? Inégalé. Aujourd'hui, ils parlent espagnol, en parle encore régulièrement. C'est je dirais, un moment assez privilégié de notre vie familiale, oui. Yann? Pour moi, ça reste une très bonne expérience au niveau professionnel d'abord, parce que c'était la première ligne de métro, donc travailler avec des équipes pluridisciplinaires, multiculturelles, venant de tous les pays, avec un client qui découvrait ce domaine-là. Et puis au niveau personnel, puisque dès maintenant j'ai mes enfants qui parlent espagnol, rencontrer différentes parties du pays qui sont variées, enrichissantes. Très très bonne expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette émission et de nous avoir fait découvrir Panama. On se retrouve demain à 9h du matin et nous partirons à l'autre bout du globe puisque nous irons à Sydney. Bonne soirée et merci de nous avoir suivis. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.